Vous attendez ce moment, je le sais. Voici votre café politique. Je suis prêt. J'ai pris ma gorgée de caféine. Je suis prêt pour ce café politique du vendredi 6 décembre. Avec nous, bien entendu, François Gravel, éditorialiste et responsable du contenu à l'Acadie Nouvelle. Bonjour. Bonjour Louis-Philippe, vous êtes prêts? Nous sommes prêts, nous sommes filmés, vous allez voir, beaucoup de pression avec la caméra sur nous, mais vous allez y arriver. Merci beaucoup. Pas trop mal au dos, ça va avec le pelletage, François? Oui, oh, c'est la journée d'hier et la soirée d'hier. Moi, je travaille tard, hein, alors au retour, évidemment, les charrues ont passé. C'est toujours un défi rentrer dans la cour, mais c'est ça les plaisirs de l'hiver. Hein. Exactement. Jacques Poitras, journaliste de CBC à Fredericton. Bonjour Jacques, comment ça va? Très bien. Bienvenue à YouTube. Merci beaucoup. Ah oui, c'est ça, YouTube. Hein? Écoutez, on va commencer immédiatement avec le dossier des primes aux infirmières. 10 000 d'ici le 31 décembre. Outre, il y a certains syndicats où ça ne fonctionne pas, où ça devrait prendre plus de temps si ça va de l'avant, mais c'est tout un cadeau de Noël. Ça va être difficile pour le Père Noël de faire mieux pour ces infirmières-là qu'un chèque comme ça de 10 000 pendant le temps des fêtes. François Gravel. Les primes de 10 000 aux infirmières, c'est une promesse électorale de Susan Holt et pas n'importe quelle promesse. C'est une promesse forte, une promesse marquante de la campagne électorale. Peu importe si c'est une bonne idée ou non, peu importe si le gouvernement se dirige vers un déficit budgétaire, Susan Holt ne peut d'aucune façon ne pas respecter cet engagement. Il y a des gens qui mettent en doute la véritable efficacité de cette mesure-là. L'actuelle ministre de l'Éducation, hein, Claire Johnson, qui était auparavant, avant de devenir politicienne, professeure à l'Université de Moncton, chercheuse en gestion des services de santé, avait déjà expliqué dans des entrevues que les incitatifs financiers temporaires, comme les primes, ça représente un outil de recrutement et de rétention qui n'est pas particulièrement efficace. Elle avait étudié l'année dernière des dizaines et des dizaines de témoignages d'infirmières, certaines encore dans la profession, d'autres qui avaient quitté. Et sa conclusion était que la plupart de ces personnes n'étaient pas parties à cause des questions salariales, mais en raison plutôt de conditions de travail, concilier le travail avec la famille, ce genre de choses. Ce qui est intéressant ici, c'est que la première ministre Susan Holt reconnaît aussi à mi-mot la même chose. Elle a déclaré qu'il faut améliorer les conditions de travail salariales, les conditions de travail, point en fait, mais que ça ne peut pas se faire en claquant les doigts et que le paiement de rétention lui sert surtout à dire aux infirmières tenez le coup, restez une année ou deux de plus avec nous, le temps qu'on trouve des solutions à tous vos problèmes. C'est cher à payer pour une solution temporaire qui permet de gagner du temps, mais en même temps, il fallait agir. C'est la voie qui a été privilégiée par le gouvernement et après avoir fait campagne là-dessus, je le répète, Mme Holt ne pouvait pas revenir sur cet engagement. Mais aussi, c'est un engagement qu'elle réalise très rapidement. On n'est peut-être pas habitué d'avoir des gouvernements qui remplissent leurs promesses aussi vite que ça. Puis l'autre question aussi, c'est que 83 millions de dollars que ça va coûter. Peut-être qu'on aurait pu utiliser cet argent-là pour régler les causes profondes, finalement, de ce manque de rétention. Mais écoutez, ça, on le saura plus tard. Jacques Poitras, vous, qu'est-ce que vous pensez de ce dossier? Oui, les causes de ces problèmes-là seraient beaucoup plus chères que 83 millions, j'imagine. Ah bon? 10 000 par infirmière, c'est beaucoup et c'est très cher pour améliorer les vibes, comme on dit en anglais. Susan Holt a dit pendant la campagne qu'on pourrait mesurer le succès de ces primes en voyant une hausse de la taux de rétention qui était vers 75 %, qu'elle voulait le faire monter à 80 %. On ne va jamais savoir si ça monte, si ça réussit à monter. On ne va jamais savoir si ce changement de 5 % est à cause de ces primes-là ou non. Le défi aussi pour une mesure comme ça, c'est qu'il faut inclure et exclure quelqu'un. Et c'est toujours difficile à choisir où mettre cette ligne-là qui va exclure certaines catégories. Et ça, inévitablement, va décevoir un certain segment de le secteur ciblé. Mais je pense que le gouvernement
comme on va voir dans un autre segment ce matin, veut démontrer qu'ils agissent rapidement, comme tu as dit, Louis-Philippe, et qu'ils respectent leurs engagements. Et les détails, les conséquences, peut-être, c'est moins important de cette perception d'action. Vendredi 6 décembre, vous écoutez le Café politique. Je ne sais pas où ce que vous avez fait vendredi soir dernier, chers collaborateurs. Moi, j'étais tranquille à la maison. Vous n'avez pas été invité à un souper en Floride avec un président désigné. Dominique Leblanc, ministre acadien, lui, l'a été, aux côtés de, Justin Trudeau à Mar-a-Lago. Et c'est assez fascinant de voir, un ministre du Nouveau-Brunswick, de chez nous, à la même table qu'un président américain, Jacques Poitras. Incroyable vraiment de penser que c'est peut-être notre ministre Dominique Leblanc qui pourrait sauver le Canada du Donald Trump. Et quel chemin! Moi aussi, j'ai partagé un repas avec Dominique Leblanc autrefois. C'était un Egg McMuffin à McDonald's à Dieppe en 95 ou 96, si pas je me trompe pas. Pas le même contexte. Hein? Alors, il fait beaucoup de progrès. Première chose, je pense qu'il faut défendre parce qu'il y a certaines critiques. Si le premier ministre Trudeau aurait dû aller à Floride, absolument, il faut avoir une réunion personnelle avec le président rentrant n'importe quand pour défendre le pays. Je pense aussi qu'il faut que les premiers ministres provinciaux restent unis sur le même message, ce qui n'est pas exactement arrivé au début. Mais sur Dominique Leblanc, si on le connaît, les journalistes le connaissent depuis longtemps, sa personnalité est charmant, flatteur, cette bonhomie. C'est vrai que ça se peut que c'est exactement la sorte de personnalité qui pourrait convaincre Donald Trump, qui pourrait établir des liens, gagner un peu de sympathie. Alors, c'est peut-être chanceux que c'est le ministre de Sûreté publique fédérale actuellement qui pourrait être dans ces réunions-là. François Gravel, vous, cette présence de Dominique Leblanc, ça fait l'objet d'un texte que vous avez signé, un éditorial dans l'Acadie Nouvelle, un rôle crucial pour Dominique Leblanc. Et vous dites que le fait de Justin Trudeau d'avoir demandé à Dominique Leblanc de l'accompagner, il n'aurait pu faire un meilleur choix. Oui, c'est pas accidentel. Bien sûr, il a été choisi parce qu'il est le ministre de la Sécurité publique, et ça compte ça aussi, mais c'est aussi parce que c'est la personne de confiance de Justin Trudeau. C'est incroyable, et c'est ce que je viens de dire un peu, tout le chemin parcouru par M. Leblanc depuis bientôt 30 ans qu'il va faire de la politique, depuis sa défaite contre Angela Vautour. À l'époque, il s'est accroché, il avait gagné son siège, et maintenant il a fait sa place au Parti libéral, et il a gagné énormément en influence. Un homme de confiance de M. Trudeau. À RDI, cette semaine, il y avait un analyste qui disait que M. Leblanc est surnommé le concierge à Ottawa parce que c'est souvent à lui que revient la tâche de nettoyer les dégâts et de réparer les pots cassés, souvent par son propre gouvernement. Alors, M. Leblanc était donc à Mar-a-Lago avec Justin Trudeau, aux côtés de Donald Trump et de plusieurs de ses futurs ministres ou secrétaires d'État. Il était là donc comme ministre de la Sécurité publique. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre qu'aux États-Unis, le président a le pouvoir d'imposer unilatéralement des tarifs quand il s'agit de questions de sécurité aux frontières. C'est la raison pour laquelle M. Trump lie les tarifs à de supposés problèmes de sécurité, au fentanyl, par exemple, qui partirait du Canada vers les États-Unis. Donc, M. Leblanc était là comme ministre de la Sécurité publique, mais soyons clairs, s'il n'était pas l'homme de confiance de Justin Trudeau, s'il était considéré comme un ministre faible ou médiocre, ou même quelconque, là, tout simplement, c'est quelqu'un d'autre qui aurait pris sa place. M. Leblanc était à la table parce que Justin Trudeau tenait à ce qu'il soit à ses côtés pour ce souper extrêmement important. Et c'est une autre preuve de confiance du premier ministre à son endroit. Partout au Nouveau-Brunswick, c'est votre Café politique. C'est un sujet qui est redondant. Chaque année, là, on parle d'itinérance au début du mois de décembre parce que le froid arrive, puis cette population-là vulnérable a besoin d'un endroit au chaud, évidemment, pour passer l'hiver, mais partout dans la province, pas uniquement dans les grands centres, maintenant aussi dans différentes communautés, on voit une montée de la population itinérante. Puis il y a des communautés qui se serrent les coudes pour essayer de faire quelque chose pour les accommoder. C'est un sujet
qu'on voulait aborder aujourd'hui, François Gravel, notamment dans la péninsule acadienne. Il y a plusieurs communautés qui tentent de faire quelque chose là, pour justement aider cette population-là. Oui, l'itinérance et tout ça est lié bien sûr au logement et l'accès et la pauvreté aussi, bien entendu. Et on parlait d'ailleurs plus tôt dans le segment les primes de 10 000 aux infirmières, de l'importance pour le gouvernement Hall de respecter ses engagements, ses promesses fortes. Et il y en a un engagement fort en lien de tout ça, et c'est le plafonnement des loyers. Ce ne sont plus uniquement maintenant les personnes sans-abri, toxicomanes qui ont de la misère à se loger. C'est rendu beaucoup plus large que ça maintenant. Et l'un des facteurs qui a contribué à la défaite de Blaine Higgs, de son gouvernement, c'est la hausse faramineuse des loyers. Alors, Susan Holt a fait campagne en promettant le plafonnement. Elle est au pouvoir, elle a décidé d'aller de l'avant avec ça. Mais on a vu cette semaine, avec un comité sur le logement, il y a une forte résistance des promoteurs immobiliers qui expliquent qu'on veut plafonner leurs revenus, donc les loyers, mais qu'ils ne peuvent pas plafonner, eux, leurs dépenses. Alors, certains mettent même de l'avant la crainte de faire faillite, d'autres que ça peut avoir un effet de décourager la construction d'un nouveau logement, donc d'empirer le problème. C'est ça, ces mêmes arguments-là, en fait, qui ont convaincu M. Higgs de ne pas imposer le plafond des loyers, de dire que c'était une mauvaise idée. Le problème, par contre, c'est qu'il y a eu tellement d'abus au cours des dernières années que c'est difficile d'avoir de la sympathie pour leur cause, en raison de la faiblesse de la réglementation au nouveau produit. Il y a tellement de locataires qui ont subi une réno-éviction, qui ont vu leur loyer doubler ou tripler en l'espace de quelques années. C'est pour ça qu'on parle de plafonnement aujourd'hui, alors qu'on n'en parlait pas il y a quelques années, beaucoup. C'était pas vraiment un enjeu. Ce que j'ai trouvé, c'est de dire que c'était une très bonne idée du gouvernement de rencontrer les promoteurs, les associations de locataires, les experts, les chercheurs. Et on a fait ça cette semaine lors d'un comité pour entendre différents points de vue, pour voir s'il y a moyen d'améliorer tout ça. Mais n'en déplaise aux promoteurs immobiliers, le plafonnement des loyers, c'est comme les primes de 10 000 aux infirmières. C'est une promesse trop importante, trop identifiée à la campagne libérale. Je ne peux pas imaginer la première ministre reculer là-dessus. Jacques Poitras, qu'est-ce que vous pensez également de ce comité législatif concernant le logement? Absolument. C'est intéressant de voir que les propriétaires maintenant utilisent le mot pour eux-mêmes, pour se décrire fournisseurs de logement et non pas propriétaires. Je pense qu'on voit une adoption des mots un peu plus positifs, fournisseurs de logement. Il y a beaucoup de critiques de cet plafonnement du monde qui lutte pour du logement abordable. Que le plafonnement, il y a des façons pour les propriétaires d'aller autour de ces mesures-là avec des bails fixés, par exemple. Les propriétaires disaient cette semaine qu'ils ne peuvent pas fournir des appartements pour moins de 1500 $ par mois. Et c'est le rôle du gouvernement d'encourager du logement au but non lucratif, logement public. Les propriétaires acceptent que le plafonnement va arriver, mais ils cherchent des exemptions. Je pense que... Et sur l'autre côté, il y a des critiques que le plafonnement ne va pas aussi loin que possible, que ça devrait être plus sévère, plus strict, plus de conséquences pour les propriétaires. Alors, on voit encore un exemple d'un gouvernement qui veut absolument respecter leur engagement rapidement, agir rapidement. Et le ministre David Hickey avait dit que ces détails-là, ces exceptions-là, ces modifications-là, on va s'occuper de ça peut-être l'automne prochain. Mais quand on décide vite et on va vite, parfois on fait des erreurs. Alors on verra ce qui arrive en février. Mais voilà. Jacques Poitras, qu'on souligne le professionnalisme qui peut continuer son segment même en répondant, même avec un téléphone qui sonne. Hey, c'est le temps des cafés à présent. Donc, quels sont vos cafés de la semaine? Café avec en prime 10 000 $, je ne sais pas. On veut commencer justement avec vous, Jacques. Ben, j'ai deux cafés. J'ai un café amer pour l'ancien premier ministre Blaine Higgs. Okay. On a su cette semaine que, selon un rapport de Kelly Lamrock, que la décision de verser des fonds de la Société de développement régional à un centre de toxicomanie religieux était vraiment une décision personnelle de Blaine Higgs qui avait rencontré le directeur de ce centre-là. Après ça, le cabinet
a approuvé les fonds. Et seulement après ça, la société est allée au centre pour les demander qu'ils remplissent le formulaire d'application. Alors, pas vraiment le processus qu'on devrait avoir quand on dépense de l'argent vraiment dans le dossier du santé, mais c'est dépensé par un autre département qui est vraiment là pour encourager le développement économique. Et j'ai aussi un café sucré pour l'ancien premier ministre Blaine Higgs, donc 2 cafés. qui doit être satisfait ce matin. Après avoir parlé de les bénéfices du gaz naturel pendant 6 ans, presque une obsession, il voit ce matin, il lit dans son Telegraph Journal que les libéraux se prononcent en faveur de nouveaux centrales de gaz naturel qui va générer de l'électricité et le vendre à Énergie Nouveau-Brunswick. Alors, le gaz naturel, la solution à tous nos problèmes. François? Pas de café, mais un coke diète pour le ministre fédéral Dominique Leblanc, dont on vient de parler. Il était à Mar-a-Lago, donc, et dans une entrevue, justement, il a raconté comment c'est lui, par exemple, qui a demandé au président Trump la recette du pain de viande qui était dans le menu, pain de viande de Mary Trump. M. Trump a répondu que c'était la recette de sa mère. Ils se sont rendus compte que tous les deux aiment le coke diète. Ben, c'est un peu ce que disait Jacques tantôt là, de M. Leblanc est très bon pour que ce soit dans un souper au homard ou un souper diplomatique ou avec le président pour réussir à rendre tout le monde à l'aise et amener des bonnes discussions. Et café corsé au ministre de l'Agriculture, Pat Finnegan, qui vient d'imposer un arrêt au projet de Bleuetière en Chantilly. Donc, c'est très sensible pour M. Finnegan et pour la région de Tracadie et très important surtout. Je pensais que vous alliez nous offrir un café au bleuet, justement, avec des saveurs. Là, ils nous vendent des cafés à citrouille, au Baileys, pourquoi pas au bleuet, hein, finalement. Ben voilà, merci beaucoup, messieurs. C'était toujours très instructif et très divertissant. François Gravel était éditorialiste et responsable du contenu à l'Acadie Nouvelle. Jacques Poitras, journaliste de CBC à Fredericton, souhaite une belle semaine politique, messieurs. Bonne semaine.